Salut Internet. Un continent gelé, sans habitants, avec des manchots, des phoques, du vent à 200 km/h. Qui aurait envie de se battre pour ça? Eh ben pas mal de monde en fait. Aujourd'hui, l'Antarctique est découpé en tranches, façon pizza ou camembert, revendiqué par des États, occupé par des bases, mais comment on en est arrivé là? Pourquoi on se dispute cette terre hostile et potentiellement stérile? Comme d'habitude, je vous explique tout ça avec des cartes. Bienvenue dans Maps. Pour tout comprendre, il faut revenir au 19e siècle. À ce moment-là, la course au pôle sud bat son plein. Les empires veulent planter leur drapeau dans le dernier endroit vierge de la planète. Cette part-là, c'est chez moi. Et celle-là, oh, allez, c'est chez moi aussi. Ça joue des coudes pour avoir son petit bout de territoire. Et ce qui donne le top départ de cette ruée vers l'Antarctique, c'est l'exploration. En termes de prestige, vous imaginez, être le premier pays à atteindre le pôle sud. Ça claque, non? Surtout que l'Antarctique, pendant très longtemps, c'était ça. Un territoire vaguement mythique qui servait de contrepoids à l'hémisphère nord, littéralement, hein. Grâce à lui, les masses continentales étaient bien équilibrées. Le premier à s'approcher vraiment de l'Antarctique, c'est James Cook. C'est lui qu'on considère comme le premier à avoir franchi le cercle polaire en 1773. Il tourne et retourne autour de l'Antarctique sans jamais y mettre un pied. Sa conclusion, pas de terre australe, mais des glaciers partout. Finalement, 1819 est l'année qui marque la découverte officielle de l'Antarctique. Après, attention, on n'est pas à l'abri que des pêcheurs chiliens ou argentins s'y soient rendus sans s'en vanter ensuite. Mais voilà, comme il n'y a pas de preuves, l'histoire a retenu que c'est William Smith qui découvre l'Antarctique. Et à partir de là, messieurs, dames, le mec il a ouvert la boîte de Pandore des expéditions. Hein. Ça ressemble plus à rien, regardez-moi cette carte. C'est plus une terre paumée là, c'est l'A10, le premier week-end des grandes vacances. Tout le monde se rue là-bas. Les Britanniques, les Norvégiens, les Russes, regarde même lui là, Dumont d'Orville, c'est un Français, c'est une expédition française. Tout le monde veut pouvoir crier haut et fort que oui, moi aussi je me suis gelé les miches par moins 20 degrés. Il faudrait que mon nom soit inscrit à la postérité. Et tout ça, ça s'intensifie au début du XXe siècle avec les expéditions scientifiques. Bah oui, parce qu'une fois qu'on y a posé le pied, bah le but c'est qui c'est qui va finir le premier jusqu'au pôle sud. Bon, je peux clairement pas vous citer toutes les expéditions. Entre 1900 et 1922, il y en a eu pas moins de 15. Donc vous imaginez. Et là aussi, ça attire le monde entier. Français, britanniques, allemands, norvégiens, suédois, japonais, australiens, c'est la folie. Et le tournant a lieu avec 3 mecs. Le norvégien Amundsen, l'anglo-irlandais Ernest Shackleton et le britannique Robert Falcon Scott. On se rend pas compte, mais à l'époque, atteindre le pôle sud, c'est un peu comme marcher sur la lune. Vous serez à jamais les premiers. Cette course est finalement remportée par Amundsen. Il plante le drapeau norvégien le 14 décembre 1911, un mois avant Scott. Ah, vous imaginez la tête de Scott quand il est arrivé et qu'il a vu qu'il s'était fait devancer? Ah bah merde les gars, il y a déjà une tente et un drapeau. Il a dû repartir dégoûté et en plus il est mort sur le chemin du retour avec toute son équipe. Et concernant Shackleton, bon bah il a pas réussi, mais il s'est pas démonté, il s'est donné une autre mission, traverser l'Antarctique de part en passant par le pôle sud. Bon là aussi il a pas réussi, mais il a quand même sauvé tous ses hommes après le naufrage de leur navire et ce dans des conditions extrêmes. Bon, je vous raconte un peu tous ces exploits, mais les pays n'ont pas attendu que des mecs rejoignent le pôle sud pour commencer à se positionner. Dès 1908, le Royaume-Uni commence à revendiquer formellement des secteurs de l'Antarctique. Elle revendique une grosse part du continent et hop, le rattache aux îles Malouines. Mais, petit plot twist, il y a l'Argentine qui avait déjà commencé le travail en 1904, en récupérant une base sur les îles des Orcades du Sud. Et si on compare les deux cartes, on voit bien que ça coince. C'est carrément le même territoire, les gars. On est au début des revendications, il y a des terres de partout, mais non, vous prenez la même comme par hasard. Ok, c'est peut-être la plus simple d'accès, mais faites un effort. Et forcément, dans les décennies qui suivent, d'autres pays s'y mettent. La Nouvelle-Zélande, la France, l'Australie, la Norvège, le Chili et même le Troisième Reich avec la Nouvelle Swab. C'est littéralement une partie de Trivial Pursuit géante, sauf que tout le monde remplit le même camembert. Ils ont pas compris comment fonctionnaient les règles, je crois. Et si vous pensiez que ça allait se faire de manière pacifique, c'est pas tout à fait l'ambiance, hein. En pleine Seconde Guerre mondiale, par exemple, 1943, les Britanniques lancent l'opération Tabarin, une expédition militaire secrète qui a permis d'occuper plusieurs bases en Antarctique avec pour but de réaffirmer la souveraineté britannique et empêcher les navires et sous-marins ennemis de venir trop près.
Et après la guerre, ah bah c'est pas mieux. Pendant la guerre froide, il y a eu des tensions. D'abord, on peut citer l'incident de Hope Bay, qui a eu lieu en 1952. Des Argentins ont tiré au fusil mitrailleur au-dessus de chercheurs britanniques qui déchargeaient du matériel. Mais ça va pas ou quoi? Bon, rien de dramatique. L'Argentine a même présenté ses excuses pour cet incident, qui est techniquement le seul cas de tir d'armes à feu en Antarctique, envers des humains. Non, je précise parce qu'il y a certainement pas mal de phoques ou de manchots qui ont croisé des carabines dans l'histoire. L'année suivante, les Marines britanniques ont débarqué sur l'île de la Déception, ont détruit une base argentine, une base chilienne et capturé 2 marins argentins. En même temps, quand on revendique le même territoire, c'est normal que ça pète à un moment. En plus, je vous ferai peut-être une vidéo, mais typiquement ce que j'ai fait, pourquoi la Chine et Taïwan se détestent, on pourrait faire la même chose sur le Royaume-Uni et l'Argentine, il y a pas mal de choses à dire. Bon, mais pas de panique. Un événement super important va apaiser toutes ces tensions, l'année géophysique internationale. Eh ouais les cocos, c'est grâce à la science que l'Antarctique n'est pas devenu un champ de guerre. Entre 1957 et 1958, un gros programme scientifique va réunir plus d'une 60aine de pays qui vont coopérer et bosser ensemble en Antarctique. Les Britanniques installent la station de recherche Halley en 56 en vue de l'événement, la France la station du Mont d'Urville, les Japonais la station Showa, les États-Unis la station Amundsen-Scott, les Russes mettent en activité la base Vostok. Voilà, tout ça permet d'étudier le climat, les aurores polaires ou encore le champ magnétique terrestre. Et c'est dans ce contexte qu'en 1959, 12 pays signent le traité de l'Antarctique. Concrètement, ce traité, il dit quoi? Déjà, il interdit de faire de nouvelles revendications territoriales. Mais les anciennes ne sont pas annulées pour autant, elles sont juste gelées. Concrètement, ça veut dire que les pays peuvent continuer à administrer ces terres, mais leur souveraineté n'est pas reconnue par les autres États. Et vous allez voir que ce détail a son importance. Bon, au-delà de ça, on fait de l'Antarctique une sorte de réserve de science et de paix. On interdit tout ce qui est en rapport de près ou de loin au domaine militaire. Hein, les Anglais et les Argentins, là, on baisse un peu les mitraillettes, s'il vous plaît. On interdit aussi les essais nucléaires, le stockage de déchets radioactifs, etc. Ok, donc on a gelé les tensions, mais ça veut pas dire que tout le monde est rentré chez soi. Au contraire même, depuis le traité, chacun est bien décidé à rester en place. D'autant que de nouveaux pays arrivent pour faire leur trou eux aussi. Et on peut pas les empêcher de le faire. C'est pourquoi l'Antarctique, ça ressemble à ça. Et si on zoome, par-ci, par-là, et ben on voit que c'est le gros bordel. Tout se chevauche. Le Chili, l'Argentine, le Royaume-Uni, à un moment donné, il faut que vous vous mettiez d'accord. Et si on regarde bien à l'intérieur des territoires qui sont revendiqués, des pays installent leurs petites bases. Par exemple, sur le territoire norvégien, on voit des bases allemandes, russes, sud-africaines, indiennes, japonaises. Sur le territoire australien, il y a une base franco-italienne. Sans compter toutes les autres. Le Brésil, l'Équateur, la Pologne, l'Uruguay, la Bulgarie, qui sont dans les îles situées dans la péninsule antarctique. Et il y a l'Ukraine, juste ici. Ils sont tous là, tranquilles, à la fraîche. Voilà, un petit soft power qui se diffuse tranquillement. Et vous voulez peut-être un peu plus de bordel encore? Voici la carte des fuseaux horaires en Antarctique. À deux doigts de vous refaire une vidéo sur le sujet, tellement il y a de choses à dire. Mais bon, pour revenir à la guerre d'influence, le pays qui met vraiment le paquet, c'est la Chine. La Chine multiplie les bases. En 85, elle implante sa grande muraille, c'est le nom de sa base scientifique. Et puis ça défile. En 89, 2009, 2014, 2024. Elle perd pas de temps la Chine. Et elle a beaucoup de missions scientifiques à réaliser. Environ 600 chercheurs répartis dans les 5 stations. Mais il n'y a aucune revendication officielle de la part de la Chine. Surtout que ces bases sont installées dans des territoires administrés par l'Australie. En même temps, l'Australie, la pizza, elle adore ça, hein, parce qu'elle revendique plus de 40% des terres de l'Antarctique. On te dérange pas, l'Australie, peut-être? Et forcément, les Chinois disent que tout ça est parfaitement illégitime, et donc ils peuvent s'installer où ils veulent. Maintenant, je me suis demandé, pourquoi tout le monde rapplique? Non, je veux bien la science, hein, d'accord, et la science, elle a bon dos quand même, faut pas se mentir. Déjà, il se pourrait que dans les sols de l'Antarctique se cachent pas mal de choses que beaucoup convoitent. Du pétrole, du gaz, des métaux rares, des aliens à étudier, j'en sais rien, bon. Mais surtout, tout le monde se prépare pour 2048. Pourquoi 2048? Vous vous souvenez le traité de l'Antarctique signé en 59? Ben en fait, je vous ai pas dit, mais en 91, un protocole additionnel a été signé. Une sorte d'avenant au contrat en quelque sorte. C'est le protocole de Madrid qui est entré en vigueur, tenez-vous bien, en 1998. Et il est très important, ce protocole, parce qu'il interdit toute exploitation minière sur le continent, mais le détail crucial se trouve ici. Au fin fond de la page 48 de ce très long PDF, il y a ce joli paragraphe qui dit qu'en gros, ce protocole peut être réexaminé 50 ans après son entrée en vigueur. 1998 plus 50 ans, ça fait 2048. Ça veut pas dire que c'est la fin du traité, juste c'est le premier moment où une renégociation devient possible. Donc si d'ici là un pays a 20 bases là-bas, peut-être qu'il va peser un peu plus dans la balance.
Alors finalement, l'Antarctique, ça représente quoi? Du prestige au début, qui c'est qui était le premier à y arriver, de la reconnaissance au milieu et de l'influence maintenant. On fait de la science, on coopère, on vit en paix, mais on garde un œil sur ce qui se passe en bas. Et on a parlé de pizza, de camembert. Moi j'ai surtout l'impression que l'Antarctique, c'est un plateau d'échecs où chacun pose ses pions au cas où. Hein, c'est la paix, tout va relativement bien, mais on est là, si jamais. Un œil sur les carottes glaciaires, un autre sur les carottes de pétrole. Et franchement, tu mets pas des gens dans des endroits hyper hostile, par moins 20 degrés, sous des vents à 200 km/h, ça te coûte des centaines de millions pour faire joli. C'est un jeu d'influence et il n'y a que l'avenir qui nous dira si ça reste un jeu ou si ça devient sérieux. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut Internet!